Alors cette semaine, on pourrait penser que la lutte entre les bears et les bulls a tourné à l'avantage des bears. On pourrait penser que Bitcoin a entamé sa phase baissière, a entamé son bear market. Seulement voilà, on a jusqu'à présent préservé la fameuse zone des 100 000 $. Une zone qui est non seulement graphiquement, techniquement très importante, cette zone des 100 000 $, mais qui est aussi psychologiquement très importante. Donc ici, cette zone qui se situe entre les 100 000 $ et les 98 000 $. Alors pour le moment, cette zone-là, elle est préservée, mais tu vois bien que depuis quelques jours, elle est quand même sacrément sous pression. Si tu ne nous connais pas encore, je te souhaite la bienvenue sur Objectif Lune. Je m'appelle Sylvain. Ici, on parle de la crypto sous toutes ses formes, que ce soit pour les côtés les plus dégènes, que ce soit l'analyse technique, le trading. Tout y passe. Tu peux t'abonner en cliquant par ici, activer la petite cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et si tu apprécies déjà cette vidéo, la vidéo d'aujourd'hui, je t'invite à laisser un pouce bleu. Je te laisserai également en description de la vidéo le lien du canal Telegram qui est totalement gratuit, ainsi que le lien de la newsletter dans lequel tu retrouveras demain dimanche à 18 h une analyse complète du Bitcoin, ainsi qu'un dossier complet sur les origines du Bitcoin. Alors, qu'est-ce qu'il se passe si on va sous les 100 000 $? Alors, si on passe sous les 100 000 $, eh bien, je suis désolé de te le dire, mais ça sent pas forcément très bon. Il faudra être très vigilant, notamment si on a un contact entre cet oblique, ce support-là, ce support oblique qui soutient le Bitcoin ici depuis le mois de septembre 2023, septembre 2024 et avril 2025. Donc ici, ce sera l'ultime support avant une éventuelle baisse et un retour potentiel en bear market. Donc on pourrait très bien venir rebondir ici avant de repartir. En tout cas, pour l'instant, c'est le scénario privilégié parce que tu vas le voir, on a pas mal de choses qui s'affrontent entre les bears et les bulls. Mais on a tendance à dire qu'il suffit d'une étincelle, il suffit d'une petite chose pour que le marché puisse repartir à la hausse. Donc le marché pourrait éventuellement nous piéger les bears avant un retournement haussier. Et ça, on l'a vu hier, vendredi, sur les marchés. Trump a ouvert la porte, il a tweeté en mentionnant que ce serait peut-être bien de mettre la fin au shutdown. Et derrière, eh bien, le marché a pumpé. La fin du shutdown sera très certainement une chose positive. Tu le sais, le shutdown, c'est l'administration américaine qui tourne au ralenti. Et aujourd'hui, le shutdown du gouvernement américain a entraîné une augmentation spectaculaire du Treasury General Account. Le TGA, c'est un compte utilisé par le Trésor américain pour gérer les dépenses quotidiennes du gouvernement. Et ce compte détient désormais environ 1000 milliards de $. Un montant qui a été retiré du système financier. Alors, une fois le shutdown terminé, le TGA devrait recommencer à dépenser et ça devrait entraîner une reprise massive de la liquidité. Et c'est peut-être aussi cette histoire de shutdown et de TGA qui a obligé la Fed à injecter des liquidités pour couvrir les prêts bancaires. Et ça, tu le vois ici, ce graphique-là, on l'a déjà partagé sur la chaîne. On en a parlé notamment ici le 31 octobre, il y a eu une injection massive de liquidités de 29 milliards de $. Et cette injection a continué avec le 3 novembre 7 milliards et le 4 novembre de nouveau 3 milliards 400 millions de $ de liquidités qui sont arrivées sur les marchés pour soutenir les banques. Mais tout simplement, si le TGA ne peut pas envoyer des sous, eh bien la Fed trouve un moyen de quand même continuer à injecter des liquidités. Et au final, sans rentrer dans trop de détails et trop de conclusion macroéconomique, on pourrait se retrouver finalement avec 2 fois plus de liquidités. Celle que la Fed vient d'injecter et celle que le TGA injectera une fois le shutdown terminé. Cependant, pas de conclusion hâtive parce que pour le moment, le marché ne tient pas vraiment. Alors le marché ne tient pas vraiment et ici, tu le vois, ce graphique qui date d'hier, donc vendredi 7 novembre, ça c'est la clôture du CME, du Chicago Mercantile Exchange. On en parle ici aussi très souvent. Et on devrait avoir donc une ouverture lundi avec ce que l'on appelle peut-être un gap CME, comme on a ici. Et ce gap-là qui pourrait être visé donc pour le combler avant de repartir, puisque le marché n'aime pas, si tu nous suis, j'en parle assez souvent, le marché n'aime pas avoir des trous de cotation, donc ce que l'on appelle un gap. Donc ici, ce gap-là qui devrait être comblé, là on devrait en créer un autre peut-être ce week-end. En tout cas, on a fermé à 104 030 $. Pour l'instant, si j'en crois les données sur les exchanges crypto qui eux sont ouverts 24 h sur 24, 365 jours par an, le Bitcoin aurait tendance à baisser. Seulement voilà, si ça nous crée un nouveau gap ici, eh bien il faudra le combler. Donc ça, il va falloir le suivre avec attention. Mais pour l'instant, comme je te le disais, ça ne tient pas vraiment. Suite à la news de Trump vendredi concernant le shutdown et la potentialité de la fin du shutdown, eh bien on trouve que le marché ce samedi ne réagit pas forcément de manière hyper positive. Et tout ça, ça s'explique de plusieurs manières. Le moral des investisseurs est au plus bas. Le moral des investisseurs crypto est vraiment au plus bas. On a des craintes autour de la DeFi, ça je t'en parlerai dans une prochaine vidéo, une vidéo très technique
que je prends le temps vraiment de monter, de créer pour t'apporter un maximum de valeur. Pour te la faire rapide, il s'agit de Balancer qui a été hacké, qui a perdu plus de 100 millions de dollars. Derrière, ça a entraîné plus ou moins indirectement la chute de Stream Finance qui faisait des boucles de prêts et d'emprunts sur la crypto. Bref, comme je te le disais, je t'en parlerai dans une prochaine vidéo parce qu'on est sur un effet systémique qui rappelle celui du crash de Terra Luna, celui du crash de l'UST en 2022 et qui derrière avait plongé l'ensemble du marché crypto dans un bear market particulièrement important. Donc là, on a vraiment cette ombre qui plane au-dessus de nos têtes et qui inquiète vraiment les spécialistes crypto. Pour plus de détails, eh bien, je t'invite à faire tes propres recherches parce que c'est toujours intéressant de bien s'informer. Quoi qu'il en soit, je ferai une vidéo complète sur le sujet. Ça sortira certainement lundi ou mardi. Pour ne pas la rater, tu t'abonnes et tu cliques sur la petite cloche. Et au passage, j'en profite pour vous remercier. Vous êtes 33 000 à nous suivre sur la chaîne. C'est extraordinaire, même si on a très peu d'interactions sur les vidéos, même si on a quelquefois des commentaires qui sont plutôt négatifs, eh bien ça révèle une seule chose, ça révèle que le marché est plutôt morose et ça on le voit aussi sur le Fear and Greed Index. L'indice de peur et de cupidité qui est pas au plus bas mais pas loin du plus bas qui est à 25 ici et on le voit à chaque fois que le Fear and Greed Index a chuté, à chaque fois qu'il a plongé, derrière on a eu un rebond. Alors ici il a fallu qu'il plonge en 2 voire 3 fois et ça a pris pas mal de temps mais on a fini par rebondir. C'était exactement la même chose. Ici, on a un Fear and Greed Index qui est venu baisser et finalement, on est reparti. À chaque fois que le crypto Fear and Greed Index est dans la peur, c'est le moment où se dessinent les meilleures opportunités. Et il y a plusieurs indicateurs qui nous disent qu'on est éventuellement dans une zone d'opportunité, dans une zone d'achat qui peut être intéressante. Et alors là où ça devient très délicat, c'est que ce rebond-là pourrait être très violent. Quoi qu'il en soit, que ce soit vers le haut ou vers le bas, j'y reviendrai dans un instant, que ce soit vers le haut ou vers le bas, on a une zone de compression assez importante. Si on se fait chier comme ça depuis des jours, le moment où le marché va décider d'une réelle direction, eh bien ça, le marché ira très vite et on aura très certainement un mouvement très violent. Et ça, il va falloir qu'on y soit préparé. Donc je te le disais, on a la possibilité de partir vers le haut. Et quand je regarde ce type de data, eh bien je me dis que ça va le faire forcément avec énormément de violence. Ici, tu vois la carte des liquidations sur Binance, BTC, USDT. Donc en fait, ici, tu as tous les gens qui se sont positionnés en short, c'est-à-dire qui parient sur une baisse du Bitcoin. Et ici, tous les gens qui se sont positionnés en long, donc qui parient sur une hausse du Bitcoin. Et tu vois à la courbe rouge et à la courbe verte qu'on a un gros décalage entre ceux qui pensent que le marché va monter, ils sont moins nombreux que ceux qui pensent que le marché va descendre. Et en général, les market makers, le marché prend souvent le contre-pied de la masse, le contre-pied de ce que pensent la plupart des personnes. Pourquoi? Eh bien parce que c'est aussi très lucratif pour les plateformes. Donc tu vois qu'ici, entre 100 000 et 104 000 dollars, on a pas mal de liquidités à aller chercher. Ici, beaucoup de liquidités autour des 105 000 dollars. Et je vois que ça se tasse ici après les 109 110 000 dollars. Bref, tout ça pour te dire que si on a une reprise haussière relativement violente au début, ça pourrait s'accélérer. Pourquoi? Parce que ces positions-là, ces positions en short risquent de se fermer les unes derrière les autres et avoir un effet boule de neige qui propulserait donc Bitcoin très vite, très haut. Alors quand je dis très haut, c'est relatif. Je ne pense pas qu'on revoie les 125 000 dollars dès la semaine prochaine. Mais en tout cas, dès que le mouvement sera enclenché, et s'il est enclenché avec suffisamment d'envie, suffisamment de force, eh bien ça peut aller très vite. Mais pour ça, comme je te disais, il va falloir un catalyseur. Le catalyseur peut être éventuellement la fin du shutdown, pour toutes les raisons que je viens de t'évoquer. Mais il pourrait y avoir un autre catalyseur qui, lui, arrivera peut-être un petit peu plus tard. C'est la décision de la Fed concernant le FOMC le 10 décembre. Et on voit très bien ici que pour l'instant, les paris sont encore positifs avec 66 voire 67% que la Fed baisse une nouvelle fois ses taux jusqu'à 3,5, 3,75. Alors qu'aujourd'hui, on est à 3,75, 4%. Eh bien, ça pourrait être intéressant parce que si cette baisse-là se confirme, pour l'instant, on n'a eu aucune spéculation autour de cette baisse-là. On a Jérôme Powell qui a clairement signifié qu'on n'avait aucune garantie d'une nouvelle baisse des taux au mois de décembre 2025. Eh bien, pour l'instant, le marché n'a pas pricé. Je ne pense pas que le marché ait pricé cette baisse des taux. Alors, si jamais cette baisse des taux-là arrive, ça pourrait mettre un coup de fouet
au Bitcoin, ça pourrait mettre un coup de fouet aux actifs à risque. Et alors, dans un tout autre registre, je voulais te partager quand même une chose que je trouve un petit peu étrange. Une corrélation avec l'année dernière à la même période qui m'interpelle quelque peu. Ce que l'on appelle les dino-coins, c'est-à-dire toutes ces cryptos qui sont là depuis très longtemps, qui sont plus ou moins tombées dans l'oubli et qui mystérieusement se réveillent les unes après les autres. Et ça, c'est le cas par exemple de Zcash. Alors tu vois Zcash ici qui s'était un petit peu réveillé l'année dernière, alors un petit peu par rapport à aujourd'hui, puisque l'année dernière, on a vu une poussée passant de 37 $ à 70 $, c'est-à-dire 1 x 2. Là, ça a complètement explosé. Zcash profite aussi d'une autre narrative qui est la narrative des privacy tokens. Je t'en ai parlé dans une précédente vidéo. On a le Dash qui lui aussi, fin novembre, début décembre, l'année dernière, a eu une très belle poussée avant de retrouver des niveaux plus classiques et puis là, qui vient aussi de se réveiller. Et donc, quantité d'autres cryptos, donc comme je te le disais, que l'on appelle Dinocoin, et qui ont explosé, donc étrangement, l'année dernière, à peu près à la même période. Alors certes, le contexte aujourd'hui est différent. Peut-être que ça te paraît un petit peu tiré par les cheveux, mais moi, ce genre de corrélation, cet alignement de planètes, eh bien, je garde toujours une certaine attention parce que la crypto fonctionne, comme tu le sais souvent, par cycle, même si aujourd'hui les cycles sont différents. Comme je te le répète assez souvent, même si les choses, les points de vue peuvent évoluer, on a toujours des choses qui reviennent de manière assez régulière et de manière assez étrange. L'année dernière, les dino-coins ont explosé et à la suite de ça, eh bien, c'est l'ensemble du marché qui a explosé. Alors, pourquoi pas? Ce n'est pas une data à prendre pour argent comptant, mais quelque part, ça m'interpelle. Et ce que tu vois à l'écran, c'est un tweet de Eric Balchunas. Eric Balchunas, c'est le monsieur spécialiste ETF de Bloomberg. Et lui affirme qu'il y a 99,5% des actifs ETF qui sont restés à l'intérieur des ETF malgré la récente baisse de 20% du Bitcoin. Alors, qui a vendu? Eh bien, certainement pas les propriétaires d'ETF. Alors oui, les ETF ne représentent que 3 à 4% du total des bitcoins qui ont été créés aujourd'hui. Seulement, on sait qu'il n'y a pas 20 millions de bitcoins en circulation, plutôt 14 ou 15 millions. On sait aussi que la plupart sont coffrés sur des wallets et qu'ils ne bougent pas. Donc, quand on voit une data comme celle-ci, 99,5% des bitcoins qui sont stockés sur les ETF n'ont pas bougé malgré la baisse récente, eh bien, on se dit que c'est un marché qui est plutôt solide. Et autre data intéressante sur les ETF, très récemment, il a été mis sur le marché un ETF Sol Spot aux États-Unis et tu vois que celui-ci n'a eu pour l'instant que des entrées positives. Il n'y a absolument eu aucune sortie sur l'ETF Solana aux États-Unis, ce qui est plutôt une bonne chose pour l'avenir pour les altcoins. Mais une fois de plus, n'en tirons pas de conclusions trop hâtives. Je te partage ici un dernier indicateur qui va dans le sens d'un rebond ou dans le sens d'un retour de la hausse. Il s'agit du supply and loss. En fait, c'est le nombre de bitcoins qui valent moins cher que quand les gens les ont achetés. En gros, c'est les wallets qui sont en perte aujourd'hui. Et à chaque fois que l'on a eu un pic, comme tu le vois ici en 2024, comme tu le vois ici au mois d'avril-mai 2025, à chaque fois qu'on a eu un pic, et bien à chaque fois, on a rebondi. Le prix du Bitcoin a rebondi. Alors, ça ne veut pas dire que l'on ne va pas creuser davantage, que l'on ne va pas continuer la baisse avant de rebondir. En tout cas, c'est un indicateur très intéressant, un indicateur qui a son utilité et c'est en analysant plusieurs choses qu'on en arrive à des scénarios plus ou moins probables. Parce que la question aujourd'hui qu'il faut se poser, c'est est-ce que l'on va aller plus bas? Alors tant que cette zone-là des 100 000 $ est préservée, tant qu'elle est préservée, comme on te le dit souvent, en clôture journalière, en clôture hebdomadaire, en clôture mensuelle, eh bien on peut dire que la phase haussière est quelque peu préservée. Mais un passage en dessous à l'heure actuelle pourrait alors piéger les investisseurs qui, eux, se disent que ce boulot-là est terminé et qu'il faut absolument passer en mode bear market. Alors si on descend plus bas, comme tu l'as vu tout à l'heure sur le graphique, si on descend plus bas, il faut tout de même s'attendre à ce que l'on appelle une période de merde. Je pense qu'il faut employer les bons mots. On va traverser une période vraiment délicate avec une humeur massacrante sur les réseaux, avec des choses qui sont vraiment pas terribles, des liquidations en pagaille, etc. etc. Seulement voilà, quand je regarde un petit peu et qu'on dézoome et comme on vient de voir dans cette vidéo-là, je pense que les fondamentaux sont plutôt solides pour cette fin d'année, voire même pour 2026. On s'attend à une augmentation de la liquidité sur les marchés. La Fed devrait baisser ses taux une nouvelle fois et si elle ne le fait pas là au mois de décembre, n'oublions pas que Trump va nommer un nouveau patron de la SEC dès le début de l'année 2026. Pour rappel, la Fed a quand même arrêté son quantitative tightening, c'est-à-dire son resserrement monétaire. Elle n'est pas encore en quantitative easing et cela prendra certainement quelques semaines, voire quelques mois avant qu'elle franchisse le pas et qu'elle réinjecte vraiment de la liquidité sur les marchés. Même si tu l'as vu en début de vidéo,
elle a commencé à libérer de la liquidité pour contrer les effets du shutdown. Donc une fois le shutdown terminé, on devrait de nouveau avoir un nouvel élan haussier. Tout ça pour te dire qu'à court terme, et je pense que beaucoup seront d'accord avec cette hypothèse-là, on est dans un brouillard total. On est dans un brouillard total, dans un flou le plus complet. Je t'invite à faire attention aux manipulations de marché. Je t'invite à faire attention au pump and dump sur certains altcoins. Je t'invite à faire attention à tout le bruit que tu pourras trouver. Pour ma part, ma position est très simple. Je continue encore et toujours d'accumuler du Bitcoin. Je continue de regarder et de sniper les dips les plus intéressants sur les grosses altcoins et j'évite de m'exposer sur n'importe quoi. Je continuerai de surveiller très attentivement cette histoire de DeFi parce que ça pourrait avoir un effet systémique. Et comme je te le disais, je t'en reparlerai en vidéo en début de semaine. Il faut juste me laisser le temps de bien rassembler tous les éléments pour te partager le meilleur contenu possible. Et bien entendu, cette histoire de shutdown qui, si il prenait fin, eh bien, pourrait alors créer l'étincelle qui nous permettrait de repartir à la hausse. Une fois de plus, sois très prudent parce qu'on s'attend à un mouvement très violent, qu'il soit à la hausse ou qu'il soit à la baisse. Un mouvement très violent dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines. Voilà, j'espère que cette vidéo est un petit peu particulière parce que pour une fois, eh bien, il faut appeler un chat un chat. On n'a pas de direction claire sur le marché. Il faut être très, très, très prudent. Donc, j'espère que cette vidéo-là t'aura sensibilisé à la situation actuelle. C'était Sylvain, je te retrouve donc dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!